Le soir de notre anniversaire de mariage, ma femme a réussi à me ridiculiser devant 40 personnes avec une seule phrase. Et le pire, ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai compris en voyant les autres rire. À cet instant précis, j'ai su que quelque chose était mort. Je ne savais juste pas encore combien ça allait me coûter. Nous fêtions nos 11 ans de mariage dans un restaurant près des quais de Bordeaux. Un endroit trop cher pour des assiettes trop petites, avec des verres alignés comme chez un notaire et une serveuse qui disait « excellent choix », même quand on commandait de l'eau. J'avais réservé la salle du fond. J'avais fait livrer son dessert préféré depuis une pâtisserie de la place Gambetta. J'avais même supporté la présence de sa bande d'amis qui parlaient de retraite yoga, comme si elle revenait du front. Claire portait une robe ivoire, un sourire impeccable, et cette manière très à elle d'occuper la pièce comme si le reste d'entre nous étions de simples accessoires bien dressés. Je la regardais circuler entre les tables, légère, brillante, parfaitement à l'aise, et je me disais encore que, malgré nos tensions, malgré ces derniers mois passés à éviter certains sujets, comme on évite un nid de poule en scooter, on allait peut-être retrouver quelque chose. J'avais tort, évidemment. J'ai levé mon verre pour faire un petit discours, rien de théâtral, juste quelques mots sincères, sur les années passées, sur la maison qu'on avait retapée à Gradignan, sur Kyle, sur tout ce qu'on avait construit. J'ai à peine eu le temps de commencer que Claire m'a coupé, avec ce rire clair qui annonçait toujours une catastrophe bien emballée. « Adrien, s'il te plaît, ne nous fais pas ton numéro de mari parfait. On sait tous que si j'avais épousé Julien, au moins, je ne me serais jamais ennuyé pendant les anniversaires. » Une seconde de silence, puis des rires, d'abord gênés, puis francs, puis franchement ravis. Parce que les gens adorent quand quelqu'un saigne avec élégance. J'ai vu son amie Sophie baisser les yeux dans sa coupe. J'ai vu son collègue Hugo sourire comme un imbécile. J'ai vu le père de Claire se raidir, très légèrement, et surtout, j'ai vu Claire savourer son effet. Elle a ajouté, en me touchant l'avant-bras, comme si nous partagions une blague délicieuse. Enfin, Adrien a d'autres qualités. Il range très bien le lave-vaisselle. Nouveau rire, plus fort, plus confortable. Le genre de rire qui vous explique votre place, sans même hausser la voix. Je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais noble. Il ne faut pas exagérer. Mais parce qu'à ce niveau-là, la dignité consiste surtout à ne pas offrir un second spectacle. J'ai reposé mon verre, j'ai souri à peine, le sourire administratif, celui qu'on réserve aux gens de la banque quand ils vous annoncent des frais absurdes. Puis je me suis levé. Claire a cru que j'allais répondre avec esprit. Elle adorait ça, les joutes où elle gagnait parce qu'elle n'avait aucune limite. Mais j'ai simplement pris ma veste sur le dossier de ma chaise et je suis sorti. Derrière moi, j'entendais encore la salle, les couverts, la musique, les conversations qui reprenaient trop vite, comme si je n'avais jamais été là. Dehors, l'air de mai sentait la pierre tiède et le vin renversé. J'ai marché sans direction jusqu'au miroir d'eau. J'ai regardé mon reflet bouger sous les lumières. J'avais 51 ans. Un cabinet de gestion patrimoniale qui tournait bien. Une maison payée en grande partie par mes soins. Un mariage officiellement enviable. Et je venais de comprendre que j'étais devenu le faire-valoir de ma propre vie. Mon téléphone vibrait. Claire, puis Claire encore, puis un message. Ne fais pas ton susceptible. Reviens. Tout le monde te cherche. J'ai ri. Seul. Ce petit rire sec qui arrive quand on n'a même plus la force d'être blessé correctement. Tout le monde me cherche, comme un manteau oublié au vestiaire. Je ne suis pas retourné au restaurant. J'ai pris un VTC. Je suis rentré chez nous. Une belle échoppe rénovée. Parquet ancien. Cuisine ouverte. Bibliothèque sur mesure. Le décor parfait des gens qui mentent en ton beige. Dans l'entrée, j'ai retiré mes chaussures. J'ai versé un verre de whisky. Puis je suis resté là, debout, au milieu du salon, à regarder les cadres, les vacances à l'île de Ré, Noël à Lyon chez ses parents. Kyle a 10 ans, avec son appareil dentaire et son air sérieux. Kyle n'était pas mon fils biologique. Son père avait disparu avant ses 6 ans, volatilisé avec l'élégance d'une caution non rendue. Mais je l'avais élevé, aidé pour ses devoirs,
conduit à ses entraînements, veillé à ses fièvres, appris à faire un nœud de cravate et à repérer les adultes qui mentent trop facilement. Il avait 17 ans maintenant, presque 18, et plus de tenue morale que la moitié des gens que je connaissais. Vers minuit, la porte d'entrée s'est ouverte. Claire est entrée avec ses talons à la main, agacée avant même d'avoir parlé. Franchement, partir comme ça, c'était ridicule. Je l'ai regardée. Longtemps. Elle a continué. C'était une blague, Adrien. Une blague. Tout le monde a trouvé ça drôle. Sauf toi, évidemment. Je lui ai demandé, très calmement, « Tu as encore prononcé le nom de ton ex pour me rabaisser, devant ta famille, nos amis, et tu t'attends à quoi ?» Exactement. Elle a levé les yeux au ciel, ce qui chez elle tenait lieu d'argumentation. À ce que tu arrêtes de te comporter comme une victime, ce rôle ne te va pas. Là, quelque chose s'est refermé en moi, sans fracas, sans scène, juste un verrou net, précis, presque propre. J'ai posé mon verre dans l'évier. Je lui ai dit que j'allais dormir dans le bureau. Elle a répondu « Fais comme tu veux ». Avec l'indifférence insolente des gens persuadés que vous ne partirez jamais, je me suis réveillé à 6 heures, après 2 heures de faux sommeil, la tête lourde, la bouche sèche, et cette sensation désagréable qu'un engrenage venait de se mettre en route, quelque part derrière le décor. En descendant chercher un café, j'ai vu une enveloppe posée sur la table de la cuisine, blanche, pliée en deux, avec mon prénom écrit au feutre noir. Adrien, pas papa, pas monsieur, juste Adrien. L'écriture de Kyle tremblait légèrement, et je ne savais pas encore que cette lettre allait faire exploser bien plus qu'un mariage. Quand je l'ai ouverte, ma main s'est mise à trembler, moi aussi, et la première ligne m'a coupé le souffle. Je suis désolé de te l'apprendre comme ça, mais tu dois savoir ce que ma mère te fait depuis des mois. Je me suis assis sans sentir la chaise sous moi. Le café coulait encore dans la machine. Cette petite musique domestique, parfaitement indifférente aux catastrophes. Et moi, je lisais la lettre de Kyle en ayant l'impression qu'on venait d'ouvrir le plancher sous mes pieds. Il avait écrit simplement, sans effet, sans drame inutile, comme les gens qui savent qu'ils apportent déjà assez de dévastation avec les faits. Il me disait qu'il n'en pouvait plus de mentir, qu'il m'avait vu me faire humilier la veille, et qu'il avait compris qu'il n'avait plus le droit de se taire. Il ajoutait qu'il n'était pas sûr que je lui pardonne de ne pas m'avoir parlé plus tôt, mais qu'il préférait perdre ma confiance que me laisser continuer à vivre dans une illusion. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait aussi une clé USB, évidemment. En 2026, même les trahisons ont leur version sauvegardée. J'ai entendu Claire bouger à l'étage, l'eau de la douche, les portes de placard, cette vie normale qui tenait encore debout par pure inertie. Alors j'ai pris la lettre, la clé, mon téléphone, et je suis monté dans mon bureau. J'ai fermé la porte, puis j'ai branché la clé sur mon ordinateur. Le premier dossier s'appelait simplement « Pour toi », élégant, glacial, imparable. Il y avait des captures d'écran de messages, des photos, des relevés, des réservations d'hôtels à Arcachon, à Toulouse, même 2 nuits dans un boutique-hôtel à Paris, un week-end où Claire m'avait juré être à Lille pour un séminaire. Dans les messages, elle écrivait à un homme nommé Marc, 48 ans, directeur commercial dans une boîte de matériel médical, le genre d'homme qui porte des mocassins trop brillants et pense que discrétion est une qualité morale. Elle se moquait de moi, de mes habitudes, de ma manière de plier les chemises, de mon complexe du sauveur. Elle écrivait que j'étais parfait pour payer les murs et ranger la façade, et qu'avec moi, elle avait la stabilité, tandis qu'avec lui, elle avait la vraie vie. J'ai relu cette phrase 3 fois. La vraie vie. Comme si nos 11 ans, la maison, les vacances, les rendez-vous chez l'orthodontiste de Kyle, les dossiers CAF quand il était plus jeune, les galères de chaudière, les dimanches au marché des Capucins, tout cela n'avait été qu'une annexe comptable. J'ai senti monter en moi une colère très froide, presque méthodique, celle qui ne casse rien, mais qui retient tout. J'ai ouvert le dossier suivant. Photo, Claire en terrasse avec Marc, lunettes noires, sourire de femme libre aux frais de quelqu'un d'autre.
Claire entrant dans un hôtel. Claire dans une voiture que je ne connaissais pas. Claire lui tenant la main, comme on tient une promesse qu'on n'a pas financée soi-même. Puis j'ai vu une vidéo, courte, filmée de loin, sans son, prise visiblement depuis le trottoir d'en face. Claire qui embrassait cet homme devant un hall d'immeuble à Talence, un mardi à 19h12. Un mardi où elle m'avait envoyé un message pour dire qu'elle dînait avec une cliente compliquée. Je n'ai pas crié, je n'ai rien renversé. Je me suis contenté d'inspirer et d'expirer comme un homme qui essaie de ne pas mourir de ridicule dans sa propre maison. Quelqu'un a frappé à la porte du bureau. 2 petits coups, puis un silence. J'ai ouvert. Kyle était là, sac à dos sur l'épaule. Sweat gris, visage fermé, il avait l'air d'avoir vieilli de 3 ans depuis la veille. « Tu as lu » m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a ajouté « Je pouvais plus la couvrir ». Je l'ai fait entrer. On s'est assis face à face. Lui sur le fauteuil en cuir où mes clients s'installent d'habitude pour parler assurance vie, transmission, SCI. Cette ironie me plaisait assez peu. Il m'a raconté tout. Comment il avait surpris des messages sur l'iPad familial. Comment il avait d'abord cru à une histoire récente, puis compris que ça durait depuis plus d'1 an. Comment sa mère lui avait demandé 1 fois, puis 2, puis 10, de mentir sur ses horaires, sur des week-ends, sur de faux repas entre amis. Elle lui disait que c'était des histoires d'adultes. Cette formule merveilleuse qui permet aux adultes médiocres d'externaliser leur lâcheté sur les enfants. Il m'a dit qu'il avait supporté pour éviter l'explosion avant le bac blanc, puis parce qu'il avait peur que je parte, ensuite parce qu'elle pleurait, puis parce qu'elle le menaçait de tout compliquer. À l'entendre, on aurait cru qu'elle faisait du chantage émotionnel, comme d'autres font des gratins, régulièrement et sans honte. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. Il a baissé les yeux, puis il a répondu. « Parce qu'hier, quand elle t'a humilié, elle a souri comme quand elle ment, et j'ai compris qu'elle te respectait plus du tout, et moi, je pouvais pas rester là à rien faire. » J'ai senti quelque chose se briser et se réparer au même moment. Je lui ai dit la seule vérité possible. « Tu n'as rien fait de mal. » Il a eu le menton qui tremblait. Juste 1 seconde. Puis il m'a tendu une feuille pliée en 4. Il y a aussi ça. C'était une liste manuscrite de dates, d'adresses, d'hôtels, de déjeuners soi-disant professionnels, avec parfois des annotations. Payé avec la carte commune, cadeau montre, week-end inventé chez Tante Élodie. Ce garçon avait documenté la trahison de sa propre mère avec plus de sérieux qu'un auditeur fiscal. Je lui ai demandé s'il avait un endroit où aller, si ça explosait aujourd'hui. Il m'a regardé comme si j'étais devenu idiot, ce qui, dans le contexte, n'était pas exclu. « Oui, ici », a-t-il dit, simplement. Et cette phrase m'a fait plus d'effet que tout le reste. Parce que malgré le sang, malgré la loi, malgré les certificats de naissance, il venait de me choisir. Je lui ai répondu « Alors ici, ça reste chez toi. » On a entendu les pas de Claire dans le couloir, puis sa voix, légère, presque agacée. « Kyle, tu vas être en retard. » Il m'a regardé une dernière fois, et j'ai su que l'heure des demi-mesures venait de se terminer. Alors, j'ai ouvert la porte, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus la moindre intention de lui faciliter la journée. Claire était dans le couloir, parfaitement coiffée, parfaitement maquillée, parfaitement convaincue que le monde continuerait à s'organiser autour de ses caprices. Elle tenait son téléphone d'une main, ses clés de l'autre, et cette expression lasse des gens qui vous ont fait du mal, mais trouvent encore le moyen d'être contrariés par vos réactions. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux enfermés là-dedans ?» a-t-elle demandé, sur ce ton de mère responsable qu'elle enfilait comme une veste de mi-saison, seulement quand ça l'arrangeait. Je me suis écarté pour la laisser voir l'ordinateur ouvert, les captures d'écran, les photos, les réservations, le dossier soigneusement intitulé « Pour toi ». Son visage n'a pas blêmi tout de suite. Non. D'abord, il s'est vidé, comme un écran qui perd le signal, puis il s'est recomposé trop vite, ce qui chez elle était toujours mauvais signe. « Tu fouilles dans mes affaires maintenant », a-t-elle lancé, incroyable réflexe des coupables, transformer la scène de crime en problème de procédure. Kyle a croisé les bras. « Tes affaires, maman, elles étaient sur l'iPad de la maison. » Elle l'a fusillé du regard, et j'ai vu, très distinctement,
le moment où elle a compris qu'elle ne contrôlait plus ni le récit, ni la pièce. « Tu l'as trahi pour lui », a-t-elle sifflé, comme si la loyauté devait naturellement aller vers la personne qui mentait le plus fort. Je me suis interposé avant qu'elle ne déverse le reste. « Non, Claire, il a arrêté de te couvrir. » Nuance. Elle a tenté le rire, ce petit rire sec, méprisant, celui qu'elle utilisait chez le dentiste quand la facture ne lui plaisait pas. Très bien, donc on joue à ça. Quelques messages, 2 photos, et monsieur se prend pour un juge d'instruction. J'ai refermé l'ordinateur avec lenteur. Non, je me prends pour un homme qui a enfin décidé de lire ce qu'on lui mettait sous les yeux. Elle a voulu répondre, puis s'est ravisée. Elle avait déjà compris qu'elle ne pourrait pas me reprendre par l'humiliation. Alors, elle a essayé l'autre registre. La fatigue, la lassitude, la pauvre femme incomprise. Adrien, on parlera ce soir, calmement. Là, Kyle doit aller en cours. Kyle a attrapé son sac. Je vais pas en cours. Elle s'est tournée vers lui, outrée. Pardon, je reste ici, a-t-il dit, avec lui. 3 mots, net. Et je crois que cette fois, elle a vraiment encaissé, parce qu'elle a eu un léger mouvement de recul, presque imperceptible, comme si le sol venait de glisser sous ses chaussures. « Tu fais une énorme erreur », a-t-elle dit à son fils. Il a répondu sans hausser la voix. « Toi, ça fait 1 an que t'en fais une tous les jours ?» Le silence qui a suivi valait tous les cris du monde. Claire a pris son sac, a annoncé qu'elle allait chez son avocat, ce qui était ambitieux à 8h10 du matin. Puis elle a claqué la porte en partant, ce qui restait chez elle le dernier refuge de l'argumentation. Je suis resté immobile quelques secondes, puis j'ai regardé Kyle. « Tu as faim ?» Il m'a fixé comme si ma question était absurde. Puis il a lâché un souffle qui ressemblait presque à un rire. « Oui. » Nous avons pris le tram jusqu'à une boulangerie près de Paperland, parce qu'on réfléchit mieux avec du café correct et un croissant qui ne sort pas d'un emballage plastique. Assis près de la vitre, au milieu des gens qui partaient au bureau avec leur dignité en gobelet carton, nous avons repris toute l'histoire depuis le début. Il m'a donné des détails que je n'avais pas encore vus. Un téléphone secondaire que Claire cachait dans le tiroir des nappes, un abonnement à un parking en centre-ville, alors qu'elle prétendait se garer chez une amie, une montre offerte à Marc pour son anniversaire, payée avec notre carte commune, et des virements étranges depuis plusieurs mois vers un compte que je ne reconnaissais pas. Là, mon attention professionnelle s'est réveillée. L'avantage d'épouser un gestionnaire patrimonial, c'est qu'on trompe peut-être l'homme, mais beaucoup plus difficilement les flux. De retour à la maison, j'ai ouvert le coffre du bureau et sorti la chemise noire contenant notre contrat de mariage, signé 12 ans plus tôt chez un notaire à Bordeaux. À l'époque, Claire avait roulé des yeux pendant toute la lecture, expliquant que les gens qui s'aiment n'ont pas besoin de clause, avant de signer quand même, parce que mon notaire avait le talent rare de parler d'argent comme un chirurgien parle d'organes, avec calme et menace implicite. Je me souvenais d'une disposition ajoutée à la demande de mon père après le décès de ma mère, une clause de préservation renforcée en cas d'atteinte grave à la réputation ou de comportement dissimulé portant préjudice au foyer. À l'époque, Claire avait trouvé ça d'un romantisme renversant. J'avais souri poliment. Aujourd'hui, j'ouvrais le document, comme on ouvre une boîte noire après un crash. Et elle était là. Page 9. Article 7. Rédigé dans un français glacial. Magnifique. Presque sensuel, tant elle me rendait service. Adultère dissimulé, ayant entraîné usage abusif de biens communs. Atteinte publique à l'honneur du conjoint. Possibilité de demande d'attribution préférentielle du domicile principal et de protection conservatoire sur certains avoirs. J'ai relu 2 fois pour le plaisir, ce qui est un vice de juriste amateur. J'ai appelé Maître Delmas, mon avocat, celui qui avait géré pour un client une succession absolument infecte entre 3 demi-frères et une cave à Saint-Émilion. Autant dire un homme qui ne cligne pas des yeux devant la bassesse humaine. Il m'a donné un rendez-vous à 11h30. Apportez tout, capture, relevé, contrat, et ne prévenez surtout pas votre épouse avant qu'on ait sécurisé les comptes. Cette phrase m'a procuré le premier sentiment de paix de la journée. Kyle, lui, avait sorti un classeur et commencé à trier les preuves par date. « Tu fais quoi ?» lui ai-je demandé. « Je t'aide à gagner », m'a-t-il répondu,
avec ce sérieux presque insolent des jeunes qui ont grandi trop vite. Au cabinet, Maître Delmas a étudié les éléments, sans un commentaire superflu. Seulement quelques hochements de tête et 2 ou 3 qui annonçaient en général des ennuis très coûteux pour la partie d'en face. Quand il a vu la clause, il a retiré ses lunettes, les a reposées, puis a dit « Votre épouse a eu la délicatesse de cumuler les fautes utiles. » Ce n'était pas de l'humour, mais dans son cas, c'était encore mieux. Nous avons monté la stratégie en moins d'1 heure, demande en divorce pour faute, mesures conservatoires, gel des comptes joints hors dépenses essentielles, changement des accès numériques, constat d'huissier sur certains éléments, et requête sur la résidence de Kyle. Même si juridiquement il n'était pas mon fils biologique, Maître Delmas m'a demandé « Quel âge a-t-il exactement ?»« 17 ans, 18 dans 5 mois. » L'avocat a regardé Kyle, puis moi. À cet âge, sa parole pèsera, surtout vu le dossier. En sortant du cabinet, j'ai appelé la banque, puis mon conseiller privé. Puis le syndic pour les badges d'accès de la maison connectée, puis un serrurier recommandé par Delmas. En une après-midi, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des années. Cesser de confondre patience et abdication. Le soir, Claire a tenté de rentrer, mais la serrure avait changé. Ce détail lui a semblé offensant, ce qui m'a presque attendri. Elle a tambouriné à la porte, appelé, envoyé des messages, menacé, pleuré, insulté, tout le pack premium de la femme prise au piège de ses propres choix. J'ai fini par ouvrir seulement la porte vitrée du vestibule, sans la laisser entrer. Elle a vu ses valises sur le perron, préparées proprement, sans haine apparente. C'est toujours plus déstabilisant. « Tu es malade », a-t-elle craché. « Non », ai-je répondu. « Je suis en train de guérir. » Elle m'a dit que j'allais le payer, que Kyle était manipulé, que je n'avais aucun droit, qu'elle allait me détruire. J'ai laissé passer l'orage, puis je lui ai tendu une enveloppe, la convocation de son avocat et la notification des premières mesures. Elle l'a ouverte, a pâli, et pour la première fois depuis 11 ans, je l'ai vue sans repartie. Mais ce n'était encore que le début, parce que le lendemain matin, son père m'a appelé, et sa voix m'a appris avant ces mots que lui aussi venait enfin de comprendre à qui il avait donné raison trop longtemps. Le lendemain, à 9h12, Jean-Pierre, le père de Claire, m'a appelé. Sa voix avait ce ton sec des anciens chefs d'entreprise, qui sentent qu'on leur a caché quelque chose de grave. Je passe dans 1 heure, et je veux voir tout le dossier. Pas bonjour, pas de formule, juste la version bordelaise du mandat d'instruction. J'ai accepté, évidemment. Pendant des années, cet homme m'avait observé avec la réserve polie de ceux qui attendent de voir si vous tenez la route. Et jusqu'ici, il avait toujours protégé sa fille, par réflexe, pas par conviction, nuance importante. Quand il est arrivé, manteau bleu marine, chaussures impeccables. Odeur de tabac froid et de lotion après rasage hors d'âge, Kyle était à la table de la salle à manger avec le classeur de preuves. Jean-Pierre l'a regardé, puis m'a regardé, et il a compris tout de suite que la scène n'était plus rattrapable par une bonne bouteille et des excuses enrobées. Je lui ai montré les messages, les hôtels, les dépenses, le contrat, les captures, les dates. Il n'a presque pas parlé, à part une fois, en voyant une photo de Claire avec Marc à Deauville, un week-end où elle était censée accompagner sa tante à Limoges. Il a murmuré. Elle mentait déjà à 12 ans, mais là, elle a professionnalisé le système. Chez lui, c'était pratiquement un cri. Puis Kyle lui a tendu une autre liasse. Il faut voir ça aussi. C'étaient les mouvements autour du fonds d'études, le compte que nous avions alimenté depuis des années pour la fac de Kyle. Des virements fractionnés, pas énormes un par un, assez pour passer sous le radar si on n'y regardait pas de près. Sauf que j'y regardais de près maintenant, et le total m'a laissé un goût métallique dans la bouche. Plus de 47 000 €, évaporés en 18 mois. Hôtel, sacs, bijoux, billets de train, et même le leasing d'une voiture utilisée par Marc pendant 3 mois. J'ai senti Kyle se raidir à côté de moi. Jean-Pierre, lui, est devenu blanc, puis terriblement calme. Le calme des gens qui ont enfin trouvé la faute, qu'ils ne pourront pas excuser. L'argent de son fils, a-t-il répété, très lentement, comme s'il testait la phrase pour vérifier qu'elle restait aussi ignoble une deuxième fois.
J'ai corrigé. De notre fils. Il a levé les yeux vers moi. Et cette fois, il a hoché la tête. Une fois, nettement. Oui, de votre fils. Ça n'avait l'air de rien. Mais dans cette famille où tout le monde jouait avec les titres quand ça l'arrangeait, c'était une ligne de partage. À midi, Claire a débarqué sans prévenir, accompagnée de Marc, ce qui prouvait soit une audace délirante, soit un déficit d'analyse tout à fait français chez certains adultes gâtés. En voyant son père dans le salon, elle a freiné net. Marc, lui, avait la mine du type qui pensait venir soutenir une amante et se retrouvait convoqué à son propre enterrement social. Claire a essayé de reprendre la main. « Papa, ne commence pas. Adrien monte tout ça en épingle. » Jean-Pierre s'est levé, lentement. « Tu as pris l'argent des études de Kyle pour entretenir ton amant. » Pas de colère dans la voix, ce qui était pire. Juste le verdict. Elle a bredouillé que ce n'était qu'un prêt temporaire, que tout allait être remis, qu'Adrien dramatise toujours. Le numéro était fatigué, usé, sans public. Kyle s'est avancé. Il tremblait un peu, mais ses mots sont sortis d'une traite. « Tu m'as demandé de mentir pour tes hôtels. Tu m'as dit que j'exagérais. Tu m'as fait croire que j'étais cruel quand je voulais en parler. Et maintenant, tu veux appeler ça un prêt. T'as volé mon avenir pour acheter du parfum à ce type. » Marc a ouvert la bouche, sans doute pour défendre son honneur en promotion. Jean-Pierre l'a coupé d'un regard. « Vous, taisez-vous. Vous êtes déjà de trop dans cette maison. » Marc a obéi, ce qui confirmait mon diagnostic sur les mocassins. Claire s'est tournée vers son père. « Tu vas quand même pas choisir Adrien contre ta propre fille. » Il a répondu. « Je choisis les faits contre ton cirque. » Puis, il a ajouté la phrase qu'il a achevée. « À partir d'aujourd'hui, je demande au notaire de revoir tout ce qui te concernait dans ma succession. » Là, même moi, j'ai presque eu pitié. Presque, pas longtemps. Claire a compris qu'elle venait de perdre son filet familial en plus du reste. Elle m'a regardé avec une haine parfaitement nette, sans maquillage moral. « Tu veux me détruire ?» J'ai répondu « Non, Claire, je refuse seulement de continuer à financer ta mise en scène. » Et en la voyant vaciller, j'ai compris qu'avant le tribunal, avant les audiences, avant même le divorce, quelque chose d'irréversible venait déjà d'être prononcé. Chez elle, il ne restait plus que la chute. Et chez nous, pour la première fois depuis longtemps, il restait encore la vérité. La suite a été moins spectaculaire et beaucoup plus efficace, exactement comme j'aime les fins sérieuses. D'abord, il y a eu la soirée de la fondation Delorme, un gala bordelais avec nappe blanche, discours trop longs et gens très heureux de découvrir un scandale quand il touche quelqu'un d'autre. J'y suis allé avec Kyle. Costume bleu nuit, maintien impeccable. Et lui à mon bras comme s'il avait enfin cessé de s'excuser d'exister. Plusieurs personnes sont venues me saluer. Pas avec cette compassion gluante que je déteste, non, avec un respect simple, presque ferme. Et quand la présidente de la fondation a évoqué la dignité d'un père qui protège son fils quand les apparences s'effondrent, toute la salle a compris de qui elle parlait. Claire était là, 2 tables plus loin, figée dans une robe trop voyante. Marc avait déjà disparu du paysage, comme disparaissent toujours les grands amoureux quand arrivent les huissiers. En sortant, Kyle s'est arrêté devant elle. Elle a tenté un « on peut parler ?» Il l'a regardée sans hausser la voix. « Non, tu peux écouter. Tu as perdu le droit de te présenter comme ma mère le jour où tu as pris mon fonds d'études pour acheter ta petite vie secrète. » Elle a blêmi. Et cette fois, personne n'a ri. Au tribunal, le reste a suivi la logique des dossiers solides. Expertise des comptes, constat, audition, témoignage de Kyle, validation de la clause du contrat. Maître Delmas n'a même pas eu besoin d'effet de manche. Les chiffres parlaient mieux que les indignations. J'ai obtenu la maison, la plus grande part des actifs protégés, la restitution progressive de l'argent détourné vers le fonds de Kyle, et la résidence principale de Kyle chez moi jusqu'à sa majorité. Claire, elle, a gardé ce qu'il lui restait, c'est-à-dire ses dettes. Sa rancœur et un studio loué près de Mérignac. 2 ans plus tard, Kyle est entré à l'université. Son fonds a été reconstitué, pas grâce à la magie, grâce au remboursement ordonné et à un peu de discipline. Il m'appelle toujours quand il a un doute sur un bail, une mutuelle
ou une fille trop charmante pour être honnête, ce qui prouve que je lui ai transmis l'essentiel. La maison est calme maintenant, presque élégante dans son silence. J'ai appris qu'on pouvait vivre sans marcher sur des tessons invisibles, et puis j'ai rencontré Camille, pas dans une scène de cinéma, juste chez le notaire, divorcée, lucide, drôle, le genre de femme qui n'a pas besoin d'écraser quelqu'un pour occuper une pièce. Parfois, le soir, en fermant les volets, je repense à cette salle de restaurant où Claire croyait m'avoir réduit à un mari docile qu'on moque entre le dessert et le café. Elle se trompait. Bien sûr, ce n'était pas la soirée où elle m'a humilié. C'était la soirée où j'ai enfin arrêté de l'autoriser. Et à partir de là, tout le reste n'a été qu'une question de preuve, de patience et de portes que l'on referme calmement. Une bonne fois pour toutes. Pronounce poll like that. I got pinged. Hi, Hells. I have what if you say what's it called again? The Long Dark, Dead of Night. Shit. Hi, X. Baby Steps. I would happily play Baby Steps again. Oh no, I don't have a PlayStation controller anymore. I can't play Baby Steps. Hi, Frank. Hi, X. It's so nice to see you. Okay, so options we have: Fortnite, Resident Evil 9. I didn't get very far in. If I can download it and my stream not tank, we do have the next Last of Us game to play. It's in my library ready to play, and I fear I've been putting it off for too long. Fortnite. Jesus. Miriam, you're throwing me off. Fortnite, Resident Evil, Last of Us. I have played Mortuary Assistant Hells. I played it when I first got my PC last summer. Had it down as a Tarkov player. Hi, Skogs. Streams have been too late for me. Hi. I guess it's early now for you then. We haven't finished Portal 2, but I don't really want to do that. I want to do something that like is engaging. So when you ask what kind of games I like games that I can shoot stuff or make me want to put my head through a window. So either Getting Over It and Baby Steps and that kind of game, or shooters like Fortnite and Ark Raiders. We could also play Ark Raiders. I fear Baldur's Gate might lose my mind. Far Cry 5, we haven't played in ages. That was always really fun, but I think it got a bit boring, right? Overwatch I don't have downloaded and is too big to download, unfortunately, as I actually would. Egged On. I refuse to play that game until I fucking finish Getting Over It. Dark Souls? No, every time... I just realized what we're listening to. Soul. Every time I do a goal to play Dark Souls, no one cares. So I'm not going to play Dark Souls until people pay for it. It's not happening. It's not happening. I'm sorry. I did not request this song. I believe you did. Wait, was it a different song? Simpsons Hit and Run. I've never played that before, to be fair. Ideally, one that's in my library would be good. Do you want to have a look through my diary? Would anyone like to have a look through my diary? My library. Among the Sleep. Oh, that was a game that I got given. Playing Minecraft with me. Getting Over It. Dear Diary, Aquarius, men suck. Literally. That is my main thoughts right now. I hope you have a list of cute boys in there. I do. Just all of the ones who aren't texting me back. Control. I think that it requires too much of my brain that I'm not willing to give. Resident Evil. I haven't got any of these Dead Space ones downloaded. I'm just wondering whether I just start Last of Us, basically. Marble Rivals. Control is sick. People love Control. Outlast. Far Cry. I don't think anyone wants Far Cry, do they? Far Cry was fun while it was fun. It's one of the greatest games ever. Hyper gave that to me. I'd like Hyper to have the chance to come watch it, though. Last of Us. I mean, I've got Witcher 3 and stuff. Fever Meme. I want to find a game like Fever Meme that I can do. That would be
ideal for right now. That's exactly what I want to do this evening, is play a game like Fever Meme. I mean, we could look at demos. What demos are out at the moment? But I just, like, nothing will ever beat that game, Community Among Us. I'd literally rather set my head on fire. Inmost, Visage, these are all horror games. And like the Dark Pictures games, they were all so fun. Holly hates her viewers. Shut up, Frodo. Hack and Clash. Oh, these are a bunch of games that Meg's got. Jurassic World Evolution 3. These are all Meg's games. And then this is just everything else. Like, there are a million